Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. À partir du moment où j'ai décidé d'être avec les autres pour écrire, il n'y a plus aucun problème et d'ailleurs même une sorte de nécessité de faire passer les voix des autres. Donc c'est à la fois une nécessité, à la fois un plaisir, à la fois un sentiment de mission aussi. Bonjour Ryoko Sekiguchi. Bonjour. Merci d'enregistrer avec moi aujourd'hui ce premier podcast Le Jardin. Alors je suis très heureux d'ouvrir cette série de rencontres avec vous car j'aime énormément votre travail. Ah, ça fait plaisir. Et pour commencer, permettez-moi de me livrer à un bref exercice d'admiration. Alors Ryoko Sekiguchi, vous êtes une japonaise née à Tokyo, et ce qui fait de vous une vraie parisienne. C'est-à-dire que vous avez choisi de vous installer, de travailler et de vivre à Paris. Vous appartenez ainsi aux deux cultures, les cultures japonaises et françaises. Vous êtes une traductrice. Traductrice d'œuvres littéraires, du japonais vers le français, comme votre traduction de L'éloge de l'ombre, le célèbre essai de Tanizaki, devenu avec vous Louange de l'ombre. Et traductrice du français vers le japonais, avec des livres de Jean Echenoz, Mathias Sénard ou Attic Raimi par exemple. Si je dis une bêtise, vous me coupez. Mais vous ne vous êtes pas contenté de traduire des mots, des paroles, des textes, des œuvres littéraires, vous êtes aussi traductrice de sensations, traductrice de vos méditations intimes. Vous êtes douée d'une grande sensibilité qui vous donne un rapport particulier au presque rien, au subtil, à l'impalpable. Vous vous êtes ainsi intéressé à la voix, aux fantômes, aux nuages, aux saisons, toutes choses légères et fugaces. Et c'est ainsi que de traductrice, vous êtes devenue écrivaine, ou peut-être plutôt poète, ou les deux à la fois. Vous êtes une femme aux multiples passions, le Japon, l'Italie, l'Espagne, le Liban, les fleurs, l'art, et bien sûr la cuisine et la gastronomie. Vous écrivez beaucoup sur les sensations liées à la nourriture. Vous êtes une critique gastronomique dans le meilleur sens du terme. Critique pour nous aider à mieux savourer les choses, pour nous ouvrir de nouvelles perspectives. Ryoko Sekiguchi, vous avez le goût des mots et vous savez aussi donner des mots au goût, donner du sens au monde qui nous entoure. Vous avez publié de nombreux livres, principalement chez POL et aux éditions Argol. Dans La Voix sombre en 2015, vous étiez touché par une voix enregistrée, venue frôler vos tympans et révéler la présence d'un être disparu. Dans Ce n'est pas un hasard, en 2011, vous reveniez sur la catastrophe du Tohoku à travers un journal intime. Dans Nagori, en 2018, vous dialoguiez avec les saisons, avec leurs traces, avec leurs souvenirs. Dans L'Astringent, en 2012, vous nous donniez envie de coller des feuilles avec la colle traditionnelle à base de kaki. Je ne vais pas citer tous vos livres, mais je signale aussi la parution récente de 3 nouveautés. Le curry japonais, 10 façons de le préparer, un petit livre de recettes aux éditions de l'Épure. Sentir, un ouvrage dans lequel vous nous invitez à lire le vin, chez JBE Books. Et enfin, tout dernièrement, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, chez POL. Vous êtes aussi directrice de collection pour les éditions Philippe Piquier. En résumé, je dirais donc que vous êtes une traductrice gourmande qui, avec ces mots, nous ouvre des portes sur la beauté et la poésie du monde. À travers votre travail d'écriture délicat et précis, vous nous permettez de mieux voir, sentir, écouter et ressentir. Alors, première question. Oui. Quel était le paysage de votre enfance et dans ce paysage, y avait-il des livres et si oui, lesquels ?
Alors, oui, j'avais surtout eu l'influence, disons, littéraire de côté de mon grand-père maternel, qui lui était éditeur, donc bon, ce qui est un peu normal, et qui, en fait, il y avait les rituels. Chaque fois que je vais chez mes grands-parents, c'est qu'avec lui, on allait faire le shopping dans une des plus grandes librairies à Tokyo, de 7 étages. Et donc, on montait d'abord le 7e étage, et donc, 7e au 6e, de 6e à 5e, et donc, chacun achète les livres qu'on veut. Et moi, j'avais en fait vraiment la carte blanche, c'est-à-dire que je pouvais acheter mais autant de livres que je voulais, ce qui était pour moi une sorte de... Cette librairie était le paradis sur terre. Donc, et aussi, enfin, avec le grand-père que j'aimais énormément, donc qui était la personne qui me comprenait le plus. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'est comme l'enfance rose, la personne qui me comprend, et puis les livres, je pense que qui ont fait que finalement les livres sont devenus des outils, enfin les objets que je ne peux pas ne pas aimer en fait quand c'est comme ça. Comment c'était où cette librairie? Alors, il se trouvait dans le quartier de Jinbōcho. Déjà, donc le Jinbōcho, c'est le quartier des bouquinistes, hein, et aussi des éditeurs. Donc, ce qui était normal. Donc, et en fait, avant d'arriver à cette grande librairie, on passait dans des rues où il n'y avait que des librairies et des bouquinistes. Et donc, en fait, vous savez, quand c'est comme ça, il y a une odeur propre de vieux papier et d'école aussi. En fait, chaque colle enfin chaque colle, par exemple la colle des livres russes a une odeur particulière et qui n'est pas dans la colle des livres japonais par exemple. Et donc en fait pour moi c'est vrai le paysage bien sûr visuel, mais le paysage olfactif qui était aussi de ces livres qui avaient chacun son odeur selon leur origine. Donc vous êtes devenue très rapidement une grande lectrice, comment on pourrait dire, vous lisez beaucoup? Enfin, je ne sais pas si c'était grande lectrice, mais j'aimais les livres hein, aussi, donc j'aimais lire, c'est vrai, j'aimais les mots. Et puis, ce qui est drôle, c'est vrai que dans ma famille, tout le monde s'occupait un peu de ce qui est autour du livre, c'est-à-dire mon grand-père donc, qui est éditeur, mon père qui travaille dans une entreprise de papeterie. Et puis, mon grand-père paternel qui avant s'occupait d'une usine de fabrication de papier et ensuite est passé à l'imprimerie. Donc, en fait, il manquait juste la personne qui remplisse le contenu. Donc, voilà. Avec moi, le bouclé est bouclé. C'est ça, vous avez pris ça en main. Voilà. Alors, justement, c'était ma question. Comment vous êtes autorisé à écrire? Est-ce que quelqu'un vous l'a permis? Ou est-ce que c'est les circonstances? Comment vous avez décidé, tiens, c'est moi qui vais écrire cette fois? Je pense que, en fait, écrire. Il y a plusieurs façons d'écrire, et je pense que, justement, par exemple, comme mon père travaillait dans cette entreprise de papeterie. Pour les cadeaux d'anniversaire, on avait toujours droit à des cahiers, des stylos. Enfin, je pense que ce qui lui arrangeait, mais bon. Et on pensait que, enfin, mon petit frère et moi, que les cadeaux d'anniversaire, c'était ça, quoi. C'était ça chez tout le monde, alors que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y avait de quoi remplir ces pages blanches. Mais je pense, par exemple, quand on est petit, d'abord, on pouvait aussi écrire des journaux intimes, aussi des correspondances.
avec ses copains-copines aussi. Et je pense que c'était ça que je faisais comme tout au début. Donc, quand je disais écrire, c'était d'écrire des lettres à des copines et aussi comme euh, pour le travail de mon père qui était souvent en fait muté donc dans une ville à une autre ville, donc enfin, on déménageait pas mal et donc c'est ce qui m'a obligé et permis aussi de décrire à des copains et des copines en fait qui sont devenus après donc plus difficiles à sauver, voilà. Comment vous vous décrivez vous-même? Est-ce que vous écrivaine? Parce que je vois beaucoup sur Internet, dans des interviews, poète, alors poétesse, parfois le mot. Euh, Comment vous décrivez? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je suis une autrice, une écrivaine? Moi, en fait, de féminiser enfin, féminiser. Les titres, moi, enfin, je m'en fous assez. Ça peut être auteur, autrice, enfin, quand quelqu'un, par exemple, me présente même comme poétesse, moi je ne viens pas corriger, non, 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 je suis pas poétesse. Non, en fait, ça peut être. Et aussi, je pense que ça vient aussi du fait que je suis donc étrangère ici et donc il y a déjà mon nom. Il y a beaucoup de gens en fait qui écorchent mon nom et ce qui ne pose pas de problème outre mesure. Donc c'est Kugishi, Ryoko, Ryoke, enfin je sais pas, mais bon, ça me donne. En fait, moi, finalement, je finis par penser que ça me donne plus d'images multiples, donc autant d'images que la variété de prononciation. Donc c'est bien. Donc si on appelle écrivain, écrivaine, autrice, ça dépend de la situation. Donc enfin, mais personnellement, j'aime bien en japonais, il y a un mot pour dire kakite, la main, la main qui écrit. Et peut, ça peut vouloir dire à la fois donc la profession écrivain, mais aussi ça peut simplement vouloir dire quelqu'un qui écrit. Et moi je trouve que et puis cette main qui écrit, mais je trouve ça très 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 beau. Donc voilà. Donc en japonais, moi je me présente souvent comme ça kakite. Donc c'est la main qui écrit. Ah, c'est joli, kakite. Alors justement, est-ce que vous écrivez à la main ou est-ce que vous utilisez un ordinateur? Ordinateur, je suis avec mon ordinateur partout aujourd'hui, mais j'ai commencé par écrire à la main avec des papiers. Enfin, il y avait une sorte de papier semi-transparent qui me plaisait beaucoup quand j'étais au Japon. Et je pense que j'ai encore, je ne sais pas, genre 10 cartons, parce que je pensais que, vous savez, souvent, les fabricants, ils arrêtent, en fait, se sont prévenir la fabrication d'un type de papier. Et donc, j'avais tellement peur, quand j'étais jeune, que j'ai acheté les cartons, en fait, pour pouvoir écrire pour toute ma vie. Et donc, et donc il y avait longtemps, enfin, j'écrivais à la main. Maintenant, non, ça, c'est très simple. Ça peut être. Moi, je suis quelqu'un de très, très facile. Je n'ai pas de conditions particulières. Je peux même écrire, en fait, sur un bout de papier. Ça ne pose aucun problème. Et est-ce que vous avez un lieu de prédilection pour écrire? Ou là où vous sentiez le mieux, justement, pour écrire au quotidien? Alors, là où je peux écouter la musique. Donc, c'est une sorte de. La musique me met en condition de travail. Donc, je mets la musique et je dis, oh, là, je bosse. Donc, et quand je traduis, par exemple, curieusement, je peux même écouter la radio.
la radio, donc très souvent France Culture, et quand je traduis ou bien quand je relis des manuscrits, la traduction, la présence des voix ne me dérange pas, mais au contraire, je pense que d'avoir les mots comme ça qui arrivent en permanence favorise la condition de travail. Alors oui, c'est Nathalie Sarraute qui disait qu'elle aimait bien travailler dans un café parce qu'elle était dans une nappe de conversation. Mais Ah là, est-ce que c'est oui. pas un peu trop alors? Parce que vous m'avez dit la musique, c'est quoi comme musique par exemple Ben, que vous écoutez? mais ça dépend du moment. Alors, souvent, c'est la musique baroque et la voix, c'est l'art vocal. Mais j'ai j'ai des CD, par exemple, que quand j'écoute pour la première fois et qui me dit qu'il va me plaire, je les mets de côté et en pointe pour l'écriture d'un livre à venir. Et autant, par exemple, pour la traduction d'un livre, je peux écouter à peu près n'importe quoi, la musique du monde aussi. En fait, tant que c'est l'art vocal, ça me met tout de suite dans la condition de travail. Mais pour écrire mon livre, j'ai besoin d'écouter au début toujours le même CD, mais en boucle. Et donc, j'ai comme ça quelques CD qui risquent de devenir le CD qui représente un livre. Et voilà, donc... et donc si en fait je peux écouter la musique, ça peut être en casque, ça peut être dans le train, ça peut être dans un hôtel, et puis comme en fait en temps disons normal, je voyageais très très souvent, donc c'est en 2019 j'étais en dehors de Paris pendant 5 mois. Et donc, ce qui m'obligeait bien sûr à travailler dans n'importe quelle condition. Et je pense que c'est aussi comme ça que je construisais peu à peu ce système, en fait, finalement, qui me permet de travailler dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel lieu. Ah, j'avais oublié. Dans l'avion. Ça, c'est... moi, je peux être dans l'avion pendant 20 heures. Il y a, bon, bien sûr, il y a des passagers juste à côté, derrière, devant, mais ça me met dans un cocon. Mais c'est le lieu où je pourrais travailler le mieux. D'accord, alors ça c'est étonnant. Donc plus qu'un lieu, c'est plus une bulle musicale finalement Oui. dans laquelle vous sentez à l'aise pour écrire. Et dans l'avion, c'est avec le son ou c'est simplement cette espèce de vrombissement, d'onde qu'on peut ressentir quand avec le son, parfois sans le son, ça, il n'y a pas de problème. Et ah oui, il y a eu un épisode, parce que une fois, donc comme ça, j'écrivais. Et puis, c'était le vol donc Paris à Tokyo. Et puis, donc au moment de sortir, il y avait quelqu'un qui m'interpelle en me disant alors, je vous voyais toujours travailler, qu'est-ce que vous faisiez? Et puis c'était une dame, en fait, qui était la conservatrice d'un musée. Et qui m'a dit, enfin, moi j'étais admiratif de la façon dont vous travaillez, et puis est-ce que tu pourrais me passer la commande de traduction? Donc c'était drôle. Très bien. Alors justement, pour revenir un peu en arrière, parce que là on est déjà en train d'écrire, Oui. quand vous écrivez, alors c'est pareil, j'hésite à dire roman, mais c'est pas non plus essai, c'est pas non plus poésie, c'est un peu tout ça à la fois.
les textes que vous écrivez? Ah, j'aime bien dire essai. Un essai, Parce d'accord. que je sais que en français, en fait, quand on dit essai, on imagine plutôt les écrits enfin, un peu secs, un peu universitaires, je ne sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup le sens, le premier sens d'essai, donc d'essayer, on tâtonne, on avance. La pensée s'avance en tâtonnant et j'aime bien cette idée de d'essai, mais vraiment en premier sens du terme. Et je vois bien avec aussi en fait, parce que, en appelant ce que j'écris essai, de redéfinir le sens d'essai aussi. Redéfinir, enfin retrouver le vrai sens d'essai. Donc, pour vos essais, d'où vous viennent les idées? Alors, tout à l'heure, on parlait de Jean Cocteau, alors qu'il disait, lui, il n'aime pas le mot inspiration, parce que c'est comme si on inspirait comme ça des idées qui viennent du dehors. Lui, il préférait parler d'expiration, c'est-à-dire faire sortir de soi les idées. Vous, les idées, d'où viennent-elles alors? Comment vous déterminez? Alors, moi, je n'écris jamais toute seule. Disons que je suis toujours avec les gens. Avec les gens dans le sens où soit les textes que je lis de quelqu'un d'autre, ou bien les conversations, les dialogues que je fais. En fait, tant qu'il y a les dialogues, je peux produire. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc moi, les inspirations, enfin ça n'existe pas, mais les échanges, en fait, ça tout sort des échanges. Et là, par exemple, en ce moment, je fais justement une série de conversations, de dialogues avec le grand galeriste et le collectionneur Yvon Lambert. Et donc chaque semaine, je lui envoie un enregistrement entre 3 et 4 minutes sur l'art, le rapport entre l'art et la poésie. Et lui, il répond soit parfois, tantôt par l'image, tantôt par une autre question, bien une autre réponse. Et j'aime beaucoup cette excitation causée par ce dialogue, parce que ça se passe chaque semaine. Donc, chaque fois qu'il m'envoie la réponse, il faut que je réponde à peu près en fait en espèce de 2 ou 3 jours au maximum. Et ça fait sortir des idées que je n'aurais jamais pensé sinon. Donc vous pensez par exemple le destin ou le hasard peut jouer un rôle important quand on écrit? Oui, et puis le hasard n'est jamais enfin, comment dire, souvent, enfin, n'est jamais le hasard, parce que, en fait, à partir du moment, par exemple, que je propose à Yvon Lambert de faire ce dialogue, je sais que c'est un thème qui lui est cher, la poésie et l'art, parce qu'il est à la fois le galeriste, mais aussi l'éditeur d'art, et qui publiait et puis qui s'intéressait beaucoup à l'art, qui a un rapport avec les mots. Donc, bien sûr, le choix n'est pas un hasard. On sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est une pratique, en fait, un peu c'est une habitude qu'on acquiert comme ça qui permet d'avancer. C'est une soif. C'est une soif. C'est la question de survie, enfin, je vais dire presque, que sans lesquelles, sans lesquelles on n'arrive pas à vivre. Et je pense qu'on crée ou non, sans les échanges, on ne vit pas pleinement sa vie, je pense. Donc c'est une nécessité, d'une certaine manière. Oui. Une première nécessité. Alors justement, ça me fait penser on parle souvent de l'angoisse de la page blanche, parce qu'effectivement,
peut-être le premier moment où on se dit tiens, je vais écrire. Voilà. Alors, parce que ça répond à cette soif ou à cette nécessité. Mais est-ce que vous, par exemple, vous souffrez de ne pas savoir par où commencer, qu'est-ce que je vais écrire, comment ça se passe devant la page blanche, comme on dit. Oui, mais ça, c'était drôle parce que je pense que j'ai vécu 2 vies très différentes d'écrivains, donc qui jusqu'à 2010, c'est-à-dire que jusqu'à ce que je commence à écrire les essais, donc j'étais poète en plein temps. J'avais tout le temps cette angoisse de page blanche, que je devais toujours commencer par de zéro, mais vraiment de débutante, et que je ne trouvais pas les formes pendant des mois, parfois un an, et d'ailleurs je ne publiais pas beaucoup. Je n'étais pas, disons, boulimique et prolifique comme je suis aujourd'hui. Et de là à basculer tout d'un coup, à partir de mon premier livre d'essai, ce n'est pas un hasard, à partir du moment où j'ai décidé d'être avec les autres pour écrire, il n'a plus aucun problème, et d'ailleurs même une sorte justement de nécessité de faire passer les voix des autres. Donc c'est à la fois une nécessité, à la fois un plaisir, à la fois un sentiment de mission aussi. Donc il y a une sorte, on va dire, de recherche un peu documentaire, si j'ose dire, avant l'écriture, c'est-à-dire de rencontre de l'autre, de prise de notes, pour faire passer tout ça, ou comment ça se passe par exemple, je pense que mon dernier livre, 971 à Beyrouth, est un bon exemple, parce que ce n'était pas un livre, je n'avais pas le projet d'abord de d'écrire un livre sur Beyrouth. Donc c'était une commande venue de la part de la Maison des écrivains à Beyrouth en 2017, et de rester un mois et demi et de d'écrire un livre. Donc bon, c'était quand même assez exigeant de d'écrire un livre à partir d'un mois et demi de séjour dans un pays je n'ai presque jamais été. Donc c'était un pari. Mais j'ai dit oui tout de suite. Et là, donc, j'ai construit ce livre vraiment presque de zéro, et avec 321 petits chapitres. Et bien sûr, il y a mes réflexions aussi, mes observations, mes épisodes, plus intimes, mais qui sont toujours nés des dialogues avec les habitants de Beyrouth, avec les livres qu'on m'a conseillé de lire sur cette ville. Donc, chaque fois, la réflexion, s'il n'y avait pas... la réflexion vient de quelque part, ou bien de quelqu'un. Et voilà. Là, vous m'avez fait penser aussi à une autre question, vous m'avez dit petits chapitres. Est-ce que vous écrivez mieux sous contrainte, dans le sens où vous fixez vous-même, par exemple, des contraintes de pagination, ou vous fixez une contrainte de temps, de deadline, comme on dit, de date limite de remise du manuscrit? Oui, non, mais j'aime bien, j'ai cette manie de demander tout de suite, alors combien de nombre de signes, pour quand, et après ça me rassure, c'est vrai. Donc quand on me dit oui, alors autant que vous voulez, moi ça me met un peu mal à l'aise. Et oui, et puis je pense que au moment où j'ai décidé de faire ces 321 petits chapitres, c'était comme si j'avais, en fait, c'est le cadre que je me crée, et qui me permet finalement à la fois de commencer et aussi d'arrêter. Oui, c'est important, il faut savoir arrêter aussi. Alors justement, quand vous avez écrit, on va dire, l'intégralité du texte,
Est-ce que vous relisez souvent, parce que vous avez une écriture très précise, vous avez un vrai style, on peut reconnaître maintenant le style Sekiguchi. Comment ça se passe? Vous relisez beaucoup? Vous enlevez des mots? Ah oui, 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 parce que le français est la langue étrangère pour moi et qui restera toujours la langue étrangère, hein, parce que moi je l'ai appris sur le tard, donc c'est vraiment je me considère comme euh, bilingue sur papier, donc je fais plein de fautes quand j'écris en fait très vite comme ça par un mail, je fais plein de fautes et après en fait c'est un travail presque disons entre guillemets artificiel. Quand j'écris en japonais, je sais pas, mettons que je relis 3 ou 4 fois, quand j'écris en français, ça met beaucoup plus de temps. Je relirai peut-être 12 fois ou 15 fois. Donc c'est quelque chose de très construit et très... Oui, c'est artificiel en fait. C'est très... C'est une sorte de travail de menuisier. Est-ce que vous avez justement des outils, alors je ne sais pas, un dictionnaire que vous adorez ou pas du tout? Ah, thésaurus. Un thésaurus. Oui, oui, et je pense que c'est parce que je suis traductrice. Je pense que sans thésaurus, enfin, on ne peut pas traduire. Et aussi, le travail de traductrice me nourrit pour écrire et vice-versa. Donc, c'est ça qui est bien parce que quand on traduit, bien sûr, on tombe sur les mots que je n'utilise pas et que je n'aurais jamais utilisé, que je n'aurais jamais prononcé, ou bien et qui finalement, par exemple, peut entrer dans mon lexique, ou vice-versa. Donc je pense que c'est ça qui est très, comment dire, constructif aussi. Et est-ce que vous avez un ou une relectrice favorite? Oui, 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 hein. Et en japonais et en français, parce que souvent, bien sûr, on me demande aussi, comme justement le français n'est pas ma langue maternelle, si je fais des fautes, oui, je fais plein de fautes, alors si je me fais relire, oui, je me fais relire, mais en même temps, je fais ça aussi en japonais. Par exemple, j'ai une amie qui me relie et puis qui relève des maladresses, mais aussi parfois des maladresses aussi dans la logique, donc qui me dit oui mais ça c'est pas bien accordé, il faut que tu développes un peu plus, et c'est très important sa relecture, et par exemple comme c'est une chercheuse de la littérature contemporaine, ces textes, je les relis aussi. Donc, ça doit d'avoir des amis comme ça qui comprennent surtout la pensée, c'est vraiment très important. Donc, bon, ça aussi, en fait, parfois même la traduction, donc je co-traduis souvent avec Patrick Honoré, qui est presque le traducteur de la littérature contemporaine japonaise. Parfois, je relis ses traductions, parfois il relit ma traduction. Donc ce n'est pas seulement mes livres, mais ça arrive aussi dans le travail de la traduction. Et je pense que c'est vraiment important parce que c'est finalement un travail très solitaire, donc d'avoir un regard d'extérieur de quelqu'un à qui on fait confiance, c'est très important. Mais justement, par rapport à cette question de la solitude, vous diriez que ce métier, je ne sais pas, cette position d'écrivain, ça vous isole d'une certaine manière ou au contraire? Dans la vie, dans la vie quotidienne, oui. Je suis tout le temps devant l'écran et puis cette année, en fait, ça n'a pas arrangé la chose. Donc au mois de février, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas pris un seul jour de vacances. Donc bon.
Donc, et, et j'ai plus en plus tendance à ne faire que ça, parce que, bon, avec l'âge, on sait que mon temps est compté et que j'ai d'autres choses encore à écrire et que c'est un peu étrange de dire la mission, en fait, de façon presque Saint-Augustin, mais que je sais que j'ai quelques textes qui peuvent servir à, je sais pas, dans la société, si j'ose dire. Et donc, il faut que ce texte existe, donc qui n'est pas encore écrit. Mais, mais en même temps, en même temps, j'ai des lecteurs qui m'écrivent, j'ai échanges constants avec même beaucoup de personnes que je ne connais pas qui m'écrivent. Donc à la fois c'est un travail très solitaire, mais très lié à l'extérieur et aux gens. Vous m'avez fait penser à deux questions, là. La première, vous avez dit vous n'avez pris aucun jour de vacances, c'est-à-dire qu'en fait vous écrivez tous les jours. Enfin, c'est comme une routine. Je ne sais pas, le matin vous vous levez et vous écrivez à une heure fixe, ou comment ça se passe? Parce que justement là c'est intéressant de dire je n'ai pris aucun jour de vacances. Ça veut dire donc que tous les jours vous avez travaillé. Qu'est-ce que c'est en fait ce travail quotidien? Quand je suis à la maison, là, et surtout en ce moment, enfin depuis le confinement, je me lève très très tôt, en fait, genre 5h, 6h, et donc je fais un peu d'exercice physique, je prends mon petit déjeuner, et de 8h à 9h30, je réponds à un mail, des choses administratives, pardon, et ensuite, jusqu'à 6h de l'après-midi, à peu près non-stop à part pause déjeuner. Donc, et après 6h, c'est la lecture, le dîner et 10h, oui. Ce qui n'était pas le cas avant, hein, parce qu'avant, je sortais beaucoup au restaurant, le dîner, donc ça se passait pas comme ça, mais en ce moment, c'est à peu près ça. Et c'est... Déjà, la traduction, par exemple, le travail de traduction n'a jamais été une corvée. Moi, j'ai un plaisir mais énorme de traduire. Et souvent, la pause, par exemple, pour moi, c'est... Donc, mettons que je traduis un roman. Et au bout de 3 ou 4 heures, je suis un peu fatiguée, je voulais faire une pause. Qu'est-ce qui arrive? Je traduis un manga, par exemple. Ou bien j'écris un article. C'est pour moi une pause, en fait. Et je pense que c'est aussi parce que je fais comme ça plusieurs choses que je peux enchaîner les travails. Parce que sinon, c'est quand même pas possible, c'est vrai, de traduire 8 heures par jour. Mais je peux faire, voilà, 12 heures de la traduction d'un truc. 12 heures d'écriture d'un article, 12 heures pour mon livre, voilà. D'accord, une répartition. Oui. Et la deuxième question là, que vous m'avez inspirée, c'est, vous avez dit, j'ai encore des choses à dire d'une certaine manière, donc il faut, j'ai comme ça ce sentiment d'urgence, enfin, vous avez le sentiment d'urgence. Et est-ce que vous pensez justement il y a un rôle social ou voire politique de l'écrivain, alors politique au sens large et noble du terme, Oui, je pense, et je pense que c'est aussi pour ça que, en fait, depuis 2011, clairement, j'ai changé d'abord le genre littéraire de la poésie en essai, ma façon de travailler donc solitaire et avec les gens. Donc aujourd'hui, je me considère comme une sorte mais vraiment de passeuse, bien de factrice. J'ai l'impression d'être vraiment une factrice, et je vois par exemple les gens qui ont des lettres à poster, mais qu'il n'y a pas de poste. Donc moi je ramasse, donc je récupère ces lettres et je fais passer à un endroit où il y a des gens qui les attendent. Donc par exemple ce livre donc sur Beyrouth, c'était clairement, je pense que moi
je le considère comme un de mes livres les plus, disons, entre guillemets, politiques, dans le sens où il y avait des contenus qui devaient être postés quelque part, qui devaient être lus par par ceux à qui, en fait, ces lettres devaient être postées. Donc c'est... Après, je vais voir, en fait, si ça arrive ou non, mais voilà, donc je pense qu'il y a certaines questions comme ça qui devaient être soulevées et qui ne sont pas encore soulevées, qui ne sont pas encore dites ou écrites. Donc, ce n'est pas parce que moi, je voudrais bien dire ça, mais c'est plutôt les thèmes qui devraient être connus, par exemple, soit en France, soit au Japon. Je pense que c'est parce que je suis traductrice et que je vois deux pays que parfois il y a des problèmes, par exemple, très importants, problématiques importantes au Japon, mais qui ne sont pas connus en France. Donc je me dis, là, ces problématiques-là, il faudrait qu'ils soient connus en France ou vice-versa. Donc je pense que c'est ça. Le temps passe très vite. Oui. Nous arrivons déjà aux 40 minutes fatidiques. J'avais envie de vous poser comme toute dernière question, peut-être en ouverture, comme ça, si quelqu'un nous écoute et qu'il hésite, il a peur de se lancer pour écrire, est-ce que vous auriez un conseil, comme ça, un conseil à donner à un jeune auteur, alors jeune, pas forcément. Je pense que si on a une image claire du lecteur à qui on voulait s'adresser, le reste vient tout seul. Si on pense, moi je voudrais écrire ça et ça et ça, même si on écrit, enfin même si on arrive à écrire, ça peut ne pas justement être lu. En revanche, si on a une image de lecteur, je pense que c'est vraiment la question d'adresse. Tous les livres sont des lettres potentielles qui attendent d'être lues. Merci Ryoko Sekiguchi. Merci. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.